j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Raoul Peck. Pour mener les débats après le film, on peut applaudir tout de suite Jérémy Gauthier de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors bonsoir à tous, et puis ça fait plaisir de voir une belle salle comme ça, multicolore, avec des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Je vais juste vous dire quelques mots sur ce film, qui pour moi a été plus qu'un film, puisque nous avons mis près de 10 ans à le faire, 10 ans pour des raisons diverses. J'ai fait d'autres films pendant cette durée, bien entendu, mais ce projet sur Baldwin, ou à partir de l'œuvre de Baldwin, est un projet particulier. J'ai commencé à lire Baldwin très tôt dans ma vie, j'avais 17-18 ans. À l'époque, c'était l'un des rares livres qu'un jeune noir pouvait lire et se sentir chez lui, et se sentir représenté, et sentir que on lui donnait quelques explications sur sa vie, sur sa place dans cette société. Et il a changé ma vie, il m'a aidé à me structurer. J'ai bien sûr lu tout ce qu'il a écrit pendant toutes ces années. Et donc, il y a à peu près 10 ans, lorsque j'ai décidé de me lancer dans ce projet, l'idée, au fond, c'était de comment amener cette parole, qui est une parole claire, dure, radicale, humaniste, politique, comment je ramènerais cette parole à une nouvelle génération et espérer que ces paroles pourront jouer le même rôle qu'elles ont joué pour moi tout au long de mon existence. Donc voilà, je vais vous laisser voir le film, et puis nous sommes là pour avoir une discussion et avec vous également, bien entendu. Merci Raoul Peck, et merci à Sophie Duec, distribution représentée par Aurélien. À tout à l'heure. Merci Jérémy. Raoul Peck. Et pour mener la discussion, Jérémy Gauthier, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, en sociologie. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être présent ce soir et de pouvoir dialoguer avec Raoul Peck, mais aussi avec vous tous, puisqu'on va commencer par peut-être une discussion entre nous deux dans un premier temps, et vous êtes évidemment invités à poser ensuite toutes les questions dont vous avez envie et qui vous passent par la tête. Alors c'est plutôt inhabituel pour moi de me retrouver dans une salle de cinéma. Comme ça a été dit, moi je suis sociologue et je suis principalement spécialiste des questions policières, notamment des questions de violence policière, de discrimination policière. En France et en Allemagne, je connais un peu aussi la situation américaine, et voilà, j'imagine que c'est pour ça qu'on m'a proposé de réagir sur le film, puisque comme vous avez pu le voir, la question de la police est importante dans ce film, elle est importante dans la lutte des Noirs américains d'une manière générale et jusqu'à aujourd'hui, elle est également importante dans l'œuvre de James Baldwin, puisqu'il a écrit principalement, mais pas que, dans ses articles de presse sur les questions de police, et puis aussi parce que, il me semble, la majeure partie des images que vous avez sélectionnées, des images contemporaines, sont des images de violence policière. On y reviendra. Voilà, alors je voulais commencer par le début, en fait, et vous demander tout simplement comment vous avez rencontré James Baldwin, à la fois sur un plan personnel, comment un livre de James Baldwin vous est arrivé entre les mains, et ensuite qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à le lire et de mieux connaître ce personnage, et ensuite en tant que cinéaste, comment vous en êtes venu à construire, à avoir l'envie de travailler sur Baldwin et construire ce film. Alors, d'abord, je disais à la présentation que
j'ai eu la chance de lire Baldwin très tôt dans ma vie. Il y a une époque où il n'existait pas vraiment beaucoup d'auteurs noirs et de sa capacité, et qui avait une manière d'appréhender le monde et qui a su me l'expliquer à moi. Parce que le premier ouvrage que j'ai lu, c'est The Fire Next Time, qui est un recueil d'essais, et dans lequel l'un de ses essais, c'est une lettre qu'il écrit à son neveu, et à travers cette lettre, lui explique voilà, le monde dans lequel il vit, qui est un monde de violence, qui est un monde de racisme, et qu'il lui fait un peu la liste des obstacles qu'il aura à affronter avant de pouvoir devenir un homme. Et à l'époque, ce texte m'avait beaucoup marqué et m'a quelque part aidé à me structurer et à me considérer d'abord comme un être humain d'abord, et aussi un être humain qui ne laisserait pas les autres déterminer qui il était. Donc qui est une dimension baldwinienne très importante, qui est personne ne peut définir qui vous êtes, c'est à vous de définir qui vous êtes. Donc, beaucoup d'années passent, et à peu près il y a 10 ans de ça, je me rends compte que le monde autour de moi est devenu très opaque, très confus. Un monde qui, après la chute de Berlin, devient un monde sans idéologie, sans politique, sans science, où tout un chacun peut affirmer ce qu'il veut sans donner les arguments qui vont avec. Ou comme aujourd'hui, un président des États-Unis peut prétendre que comment on appelle ça, le changement climatique, merci, n'existe pas, et il peut le dire face à un scientifique qui a passé 40 années de sa vie à y travailler, et les deux opinions ont pratiquement même valeur. Donc, face à ce monde un peu de confusion, je me suis dit, voilà, peut-être qu'il est temps de ramener Baldwin sur le devant de la scène, et de voir comment peut-être il peut adresser nos problèmes d'aujourd'hui et permettre à une nouvelle génération de s'en approprier. Donc la première étape, ça a été d'abord d'obtenir les droits de l'œuvre de Baldwin, ce qui est déjà compliqué parce qu'en général, obtenir les droits d'un livre ou d'un texte, c'est assez compliqué, ça coûte de l'argent et parfois les héritiers ne sont pas très partants pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, les ayants droit de Baldwin sont connus pour être très protecteurs de l'œuvre de Baldwin. Mais ils ont accepté de me rencontrer, et j'ai rencontré notamment Gloria Carey-Fassman, qui a un passage rapide dans le film, qui est donc la jeune sœur de James Baldwin, qui en fait a embrassé ce projet et m'a donné accès à tout, ce qui était publié, non publié, les lettres privées de Baldwin à son frère, les photos, etc. Donc je me retrouve quelque part avec un accès extraordinaire, et donc avec l'obligation de faire un film qui soit vraiment différent et qui puisse marquer. Et donc ça m'a pris à peu près 4 ans pour trouver la bonne entrée dans ce film, et cette entrée vient sous la forme de ce paquet de pages que me donne Gloria un jour en me disant « tu sauras quoi faire avec », qui était justement ce manuscrit, cette note pour un livre que Baldwin désirait écrire, « Remember This House », et qu'il n'a jamais pu écrire. Et à ce moment-là, je savais quelque part que voilà, le film, c'est ce livre qu'il n'a jamais pu écrire, mais que je sais est profondément ancré dans toute son œuvre. Et comme j'avais accès à toute son œuvre, j'ai été chercher ce livre en revisitant l'ensemble de son œuvre, et c'est ce qui a donné le film. Voilà. D'accord, donc dans le film, effectivement, on entend principalement le texte de James Baldwin. C'est principalement James Baldwin qui parle, avec la voix ce soir de Samuel Jackson, en français la voix de Joe Starr. J'aimerais savoir justement comment vous avez construit le film, comment vous avez décidé de sa forme, puisque c'est on a le texte de Baldwin, on a des interventions d'acteurs, des acteurs politiques, des acteurs de cinéma de l'époque. Vous avez également réalisé un montage, les images qui viennent du cinéma hollywoodien
tiennent une place importante dans ce film. J'aimerais peut-être que vous reveniez en fait sur ce choix de mettre en avant Hollywood. J'imagine Hollywood, c'est aussi la construction de l'hégémonie culturelle américaine. Et voilà, j'aimerais que vous reveniez peut-être sur ce qui m'a frappé moi quand j'ai vu le film, c'est-à-dire une opposition entre des images de la réalité crue et dans sa violence de l'Amérique de l'époque, de l'Amérique contemporaine, et ces images hollywoodiennes qui nous présentent une Amérique fantasmée. Alors d'abord, le concept, c'était bien entendu de faire un film impossible, puisque je décide dès le départ de mettre les mots de Baldwin au devant de la scène, c'est-à-dire de n'utiliser que les mots de Baldwin. Il n'y a aucune phrase que j'ai écrite dans le film. Donc déjà ça, faire un film de cette manière, c'est déjà compliqué. Ensuite, j'ai décidé de n'utiliser aucun intervenant, donc pas d'experts qui vont interpréter Baldwin. Il fallait trouver une manière de mettre ces mots directement en confrontation avec le spectateur. Et l'autre aspect de la chose, c'est qu'il fallait que ça reste un film, que ce soit un film de cinéma, donc avec des images. Et la grande chance, c'est que Baldwin lui-même a été un grand critique de cinéma. Donc il a également écrit pas mal de textes sur le cinéma dominant américain, justement, et qui nous a tous imprégnés. Et il a fait plus que ça que d'écrire des critiques, il a déconstruit ce cinéma. Il a montré comment le film le plus innocent qui soit transporte également de l'idéologie, transporte une vision de l'autre, transporte du politique, du culturel, et même sert à vendre de la marchandise. Donc ce travail fondamental qu'il a fait, c'était clair que j'allais également appuyer dessus, et ce choix se fait de cette manière. Donc au départ, c'est comment garder une voix et faire le film totalement du point de vue de Baldwin, puisqu'on est comme dans la tête de Baldwin, c'est lui qui nous parle. Et donc pour cela, il fallait aussi une voix pour le texte. Et ce que je savais pour avoir expérimenté ce genre d'approche dans les films précédents, c'était qu'il fallait créer un personnage. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas une voix off, ni un narrateur, parce qu'un narrateur aurait mis de la distance par rapport au texte. Et Baldwin lui-même, qu'on voit dans le film et dont on entend la voix. Donc il fallait quelqu'un qui interprète cette voix, donc qui crée un personnage, et c'est ça la magie du cinéma. Dès qu'on crée un personnage, on y croit et on est capable de le suivre partout. Et c'est ce que fait Samuel Jackson. C'est quelqu'un qui est d'abord un extraordinaire acteur, qui a fait beaucoup de théâtre avant de jouer avec Tarantino. Donc on oublie cette partie de sa vie. Et donc qui a capté très bien là où je voulais aller. Donc qui a vraiment joué ce texte. Il est le texte. Et c'est ça qui fait qu'on peut suivre le film sans être irrité par cette voix qui rentre et voir quelques secondes après Baldwin à l'écran. D'accord. Jérémy, je complète juste par une question. Un des choix du coup singuliers, étranges sur cette question du traitement des images hollywoodiennes, c'est qu'elles sont parfois recadrées. Le format de l'image originelle n'est pas respecté. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là? Et est-ce qu'on peut donner quelques exemples comme ça de travail sur l'image même des films originaux? Le point de départ a toujours été d'abord d'utiliser toutes les images possibles. Donc de ne pas faire de hiérarchie entre le noir et blanc et la couleur, la vidéo et le 35 mm, ou même les images de haute définition comme les paysages qu'on a tournés. Et il fallait pouvoir pénétrer à l'intérieur de certaines images. Et il fallait aussi, j'ai fait le choix, par exemple, quand on voit des photos, des visages, puisque Baldwin thématise le fait que nous ne regardons même pas. Donc il fallait thématiser cette relation entre une image et soi-même. Donc souvent, les photos qu'on choisit, les personnages regardent la caméra, ils vous fixent. Donc il y a aussi l'établissement de cette relation. Et puis le reste, c'est bien sûr, c'est réapprendre à regarder. Nous sommes dans un monde où on est bombardé, surtout vous les jeunes, d'images tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, soit par le téléphone, l'écran tactile, etc.
et cette avalanche d'histoires et d'images qui, quelque part, au final, ne disent plus rien. Et on ne les regarde pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a cette tendance aussi d'aller vers des images de plus en plus violentes, de plus en plus iconoclastes. Et donc, Baldwin aide à revenir vers une observation différente. Et il nous apprend à regarder à nouveau. Et il donne un autre rythme pour ce regard. Et c'est pas pour rien, quand il parle, il dit que l'industrie du divertissement est quelque chose comparable à l'utilisation de la drogue. Et lorsqu'il écrit ces phrases, il y a 40 ans, la télévision, il y avait 3 chaînes de télévision américaines à l'époque. Imaginez-vous ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Donc, il y a une gestion thématique, bien entendu, de l'image, et donc c'est très important. Et j'aime bien pénétrer à l'intérieur d'une photo et l'explorer. Parce qu'une photo, c'est assez classique. Et dans une image cinématographique, là, pour le coup, c'est vraiment audacieux. Oui, c'était le but du film, d'être audacieux. Et oui, et puis l'autre chose par rapport à la question, c'est qu'un film comme ça n'est pas forcément possible dans le cadre de production habituelle, que ce soit ici en France qu'aux États-Unis. Il a fallu que je me donne la liberté dès le début. Donc on a produit, d'ailleurs Rémi Grenetti est producteur avec moi sur ce film. On s'est donné le temps de le produire. Ça veut dire qu'en décidant dès le départ qu'on irait jusqu'au bout de ce qu'on pouvait gérer en termes de contenu et aussi en termes de forme. Et produire un film qui soit différent. Donc de prendre des risques artistiques, bien entendu, et des risques sur le contenu. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'en se donnant du temps et en laissant les couches se créer une à une, et qui fait qu'on a un film riche à la fin, et que d'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui vont le voir 2 fois, 3 fois, parce que il y a plusieurs manières. Alors, je ne le dis pas pour des raisons commerciales, mais c'est vrai que c'est un film qu'on redécouvre à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs manières de le voir, et on le voit aussi en amenant son propre univers, en amenant ses propres idées, ses propres souvenirs, par exemple, de ce cinéma américain qu'on a tous connu. Et donc, c'est vraiment un échange. Et Baldwin, les phrases de Baldwin sont des phrases fortes qui recèlent beaucoup de trésors. Et je dis souvent, on ne lit pas Baldwin, on étudie Baldwin. Parce que chaque phrase, c'est différent, a un contenu différent, a une approche philosophique différente. On peut lire plusieurs choses, elles sont transportables dans des milieux très différents. Et quel que soit qu'on soit noir ou blanc, on arrive à extraire ce contenu fort. Justement, je voulais revenir sur la question du racisme et sur la question du point de vue, du positionnement de James Baldwin. Je trouve que c'est quelque chose qui fait son originalité, sa force, et qui transparaît bien dans le film. C'est quand même un individu un peu étrange, c'est un voyageur. Il le dit dans le film d'ailleurs, je suis quelqu'un qui est souvent de passage. Il se définit comme un témoin, plus que comme un acteur. Ils disent que la frontière entre les deux est parfois... Il a dû faire les deux. Et parfois ténue. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est la dimension morale de sa pensée. Le mot de morale revient plusieurs fois dans le film. Il me semble, We are moral monsters. L'Occident n'a pas de supériorité morale. Et en fait, il articule la question du racisme à cette question de la morale. Et voilà, je voulais que vous reveniez peut-être un peu sur ce qui fait la spécificité de la pensée du racisme chez Baldwin et pourquoi elle nous est utile aujourd'hui, où finalement beaucoup d'écrits académiques, les artistes, on a un certain nombre de choses à disposition pour penser la question du racisme. Pourquoi Baldwin est, selon vous, encore pertinent? Alors, Baldwin a compris quelque chose très tôt, en ce sens que pour lui, le racisme est aussi un objet un fait qui vous empêche d'aller plus loin. C'est-à-dire, si vous subissez du racisme et que vous en êtes victime tous les jours, vous êtes pratiquement dans un état de colère tous les jours.
quand on est dans un état de colère tous les jours, c'est difficile de penser à autre chose. Et ce piège-là, c'est un piège que le mouvement des droits civiques aussi a dû gérer. Les mouvements radicaux aussi ont dû gérer. Parce qu'à quel moment on se dit, mais comme le dit Baldwin dans le film à un moment donné, mais c'est pas mon problème finalement. Je n'ai pas inventé ni l'esclavage, ni les lois Jim Crow aux États-Unis, ni je ne suis pas cet objet qui semble être dans la tête de celui qui m'observe, alors que moi je l'observe, lui il me regarde à peine. Donc ce problème, je ne suis ni parano ni fou. Donc quelque part, ce problème, je le redonne à l'autre. Et donc il va très loin et il dépasse le sujet juste de l'Amérique, justement, mais il en fait un sujet universel et il questionne notre rapport à l'autre et de la manière la plus humaniste possible. Et ça rejoint aussi cette morale dans le bon sens du terme. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un monde occidental qui n'a pas cessé de conquérir le reste de la planète. Et cette conquête s'est faite dans le sang et dans la violence. Et quand on voit un pays comme les États-Unis qui se proclame aujourd'hui encore comme le pays le plus libre de ce monde et qui oublie qu'il a été construit sur deux génocides, le génocide des Indiens et le génocide de l'esclavage. Donc, cette capacité à l'innocence est très criante, et c'est ce que Baldwin nous confronte avec ça. C'est-à-dire que le symbole hollywoodien, c'est ça, nous sommes innocents, et d'ailleurs on peut continuer à tuer des Indiens, et c'est justifié. Et en même temps, nous sommes le pays de l'amour, le pays de la conquête, le pays de la liberté. Ce sont des mots qu'on entend souvent aux États-Unis. Et donc, c'est pratiquement schizophrène, cet état d'esprit. Donc, Baldwin fait quand même une critique très large de tout ça, et l'Europe est inclue dans cette critique, puisque l'Europe a été peuplée, l'Amérique a été peuplée par des Européens. Donc, c'est juste la prolongation de cette conquête. D'accord, et justement, pour ouvrir la discussion, et peut-être pour sortir du cadre uniquement américain, et pour importer Baldwin en France, j'ai trouvé dans le film ce qui fait peut-être le plus écho à la situation française actuelle, ce sont les images de violence policière, puisque la France est un pays où on connaît actuellement un problème à la fois de discrimination policière, également de violences policières qui peuvent aller jusqu'au meurtre, et la question des violences policières, elle est articulée avec la question raciale, évidemment, puisque dans le contexte français, la grande majorité des personnes qui ont été tuées dans un contexte d'intervention policière ces 30-40 dernières années sont des personnes soit noires, soit maghrébines, soit chinoises plus récemment. Ces violences policières, elles donnent lieu régulièrement en France à des émeutes, à des rébellions urbaines. Ces rébellions, elles donnent lieu à des réactions policières qui sont militarisées, alors qui se rapprochent d'images, comme on peut les voir dans le documentaire, qui n'en ont pas encore l'ampleur. En tout cas, on y arrive. Et ce que Baldwin a pu écrire sur les violences policières dans les années 50, c'est vrai que la ressemblance du vocabulaire que lui utilisait, qu'on utilise aujourd'hui, hein, les policiers qui se comportent comme s'ils étaient en territoire occupé, la fonction de la police qui est de maintenir les Noirs à leur place, hein, c'est vraiment le sens du mot assignation. Donc voilà, j'avais envie d'ouvrir la discussion peut-être sur les ponts transatlantiques Amérique-France de la pensée de Baldwin, peut-être enchaîner sur les questions politiques. Oui, en effet, c'est l'une des tristes similitudes par rapport à cette brutalité policière, et qui a été une brutalité cachée pendant longtemps d'ailleurs. Puisque, oui, et en fait, même en France, ces rares histoires finalement ressortent parce qu'il y a des témoignages filmés. On ne parle pas des centaines de cas où ça se passe sans qu'il n'y ait de témoins. Quand le seul témoin, c'est
ce sont les policiers dans le commissariat, il est clair que voilà, on a des preuves que très souvent, ce n'est pas forcément crédible. Puisque, comme tout corps constitué, on a tendance à faire corps, justement, et ne pas, même quand il y a des brebis galeuses, comme on les appelle parfois, de manière facile, et justement de ne pas voir cette violence institutionnelle qui est inscrite aussi même dans le concept de cette police-là. Voilà, on a la pointe de l'iceberg. Et aux États-Unis également, quand on voit dans le film, déjà il y a 40-50 ans, on voit Medgar Evers avec une affiche stopper les brutalités policières. On voit Malcolm X avec la première page d'un journal qui dit 7 jeunes noirs assassinés sans défense. On voit Martin Luther King montrant la même chose. Donc ce n'est pas nouveau historiquement. Et ça fait partie du dispositif de l'État dans sa répression. En fait, ça va au-delà des races, finalement. C'est la répression des inégalités. Les gens vivent dans des inégalités qui sont monstrueuses. Et ces inégalités provoquent aussi de la violence. Et c'est ça l'amalgame, parfois, qu'il faut éviter de faire et de ne pas juste rester dans cet agenda de race, parce qu'on oublie le gros problème qui est un problème d'injustice économique, qui est un problème du capitalisme qui a entamé cette déconstruction des sociétés et qui les affaiblissent, qui affaiblit les plus faibles, qui frappe sur les plus faibles, etc. Et donc voilà, la France est malheureusement parfois est dans le déni par rapport à la République et ce que la République a une affaire. Malheureusement, il faut dire que la République n'est pas égalitaire. Égalitaire, ça voudrait dire que tout le monde part du même niveau, que les écoles dans tous les quartiers sont du même niveau, que les professeurs sont du même niveau, et qu'on a accès à tout, y compris à la culture, de la même manière, quel que soit le lieu du territoire où on grandit. Et que quel que soit les revenus des parents, ou même le type de famille, que les chances soient réellement égales. Et aujourd'hui, on a les preuves, il suffit de prendre n'importe quelle statistique, on a les preuves que ça ne fonctionne pas ainsi. Donc voilà, et c'est regrettable que, en effet, cette discussion n'a jamais vraiment lieu. Même la question de quotas en France. On prétend, oui, la République ne fait pas de différence. Mais c'est difficile de dire que ne fait pas de différence quand tous les citoyens n'ont pas la même place dans cette société. Donc les États-Unis ont pu faire bouger les choses justement parce qu'ils ont commencé à avoir des quotas, par exemple pour les entrées dans les universités. L'Angleterre a fait pareil. C'est-à-dire, il y a eu des énormes émeutes à Brixton et les Anglais ont dû changer leurs lois et faire en sorte que des jeunes noirs, des jeunes arabes, des jeunes pakistanais, etc., puissent avoir accès à de meilleures écoles, à de meilleurs programmes et à de meilleures universités. Donc il n'y a pas de changement qui va se faire parce que, quelque part, l'État décide une bonne fois pour toutes que la République est égalitaire. Ça ne se passe jamais comme ça. Comme pour la parité. Comme pour la parité à l'Assemblée nationale, par exemple. Absolument. C'est exactement la même chose pour les femmes. Qui veut poser la première question ou émettre la première réaction au film? Allez-y. Non, je voulais juste témoigner de l'intense émotion que j'ai eue à voir ce film. Parce que comme vous, j'ai lu en 60, peut-être un peu plus tard, mais donc dans les années 60, La prochaine fois le feu de Baldwin, que j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est un livre d'une extrême violence. Et on voit bien ce qu'on voit très bien dans le film. Bon, c'est un petit peu, c'est pas le débat pour moi de la police, mais c'est le personnage de Baldwin. Il a une dialectique particulière par rapport aux problèmes noirs américains que je trouve vous avez parfaitement montré dans ce documentaire qui je trouvais magnifique. Voilà. Merci. Moi aussi, je suis très émue par ce film. Allez. Merci.
Je suis très émue par ce film. C'est vrai que la thématique est particulière et que pour notre continent, pour la France et ses colonies, on peut avoir en tête une autre manière de parler de ça qui date à peu près des mêmes années, c'est celle de Frantz Fanon. Et effectivement, c'est pas plus tard que ce matin, je travaillais avec des collégiens de 4e qui interviewaient Mireille Fanon-Mendès France, sa fille. Nous avons travaillé pendant toute l'année sur Frantz Fanon. C'est des enfants qui sont en 4e, donc sont très jeunes. Et ils ont compris cette chose-là, mais ils se sont attachés à ce vocabulaire, et notamment au mot nègre. Ils disaient, mais pourquoi Fanon emploie-t-il le mot nègre? Et en même temps, il disait, la plus belle phrase qu'on n'a jamais lue, c'est « le nègre n'est pas plus que le blanc », ou « le blanc n'est pas plus que le nègre ». Et c'est donc des termes, même s'ils sont difficiles, qui parlent aux enfants, je dis des enfants parce qu'ils ont 13-14 ans, d'aujourd'hui, dans des quartiers, justement, que vous désignez comme des quartiers qui n'ont pas les mêmes chances qu'ailleurs, et dont on pourrait dire, dont on dit malheureusement qu'ils ne s'intéressent à rien. Et donc c'est très actuel. C'est pour ça que je suis très émue, parce que je pense que ce film, il parle aux enfants d'aujourd'hui et aux adultes de demain, et il parle des deux côtés de l'Amérique. Personnellement, je suis allée en 97 aux États-Unis pour voir Mumia Abu-Jamal en prison, condamné à mort à l'époque. J'ai été menacée par 2 fois, dont une fois par écrit, par un fax, à l'époque c'était les fax, par le Ku Klux Klan. Et j'étais très étonnée, parce que moi, le Ku Klux Klan, c'était dans les films, c'était pas dans la réalité. Et donc, et j'en finirai par là, je trouve que ce rapport réalité et fiction, comme vous l'avez très bien dit sur la France, on est en train de sortir d'une campagne électorale où ces questions n'ont jamais été abordées par aucun, dans les termes où il aurait fallu les aborder, et que nous sommes aussi dans une fiction, celle de la République, alors que nous sommes un pays colonisateur et dont tous les partis aujourd'hui, y compris à l'extrême gauche, je le dis parce que j'en suis, demandent à être décolonisés dans leur tête. Parce que je trouve que ce film, il faut le montrer partout. Il faut le voir plusieurs fois, en effet. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Il y a une chose quand même que j'ajouterais, parce que c'est... l'un des problèmes, c'est que nous avons, au cours de ces 30-40 dernières années, baissé un peu les bras. C'est-à-dire cette grosse machine du capital sans limite, puisque après la chute du mur, le discours c'était « il n'y a plus d'histoire, le capital a gagné ». Et il n'y a plus de limite à la finance, plus de limite au profit. Et tout le reste, que ce soit les médias, que ce soit parfois même les syndicats, soit les institutions ont été attaquées, et ça a commencé avec Reagan et Thatcher, c'est-à-dire la déconstruction systématique de toutes les institutions de résistance, et la conquête du profit, ce qu'on a appelé rapidement la mondialisation, mais qui était, voilà, il n'y a plus de loi, on peut aller où on veut, la dérégulation complète, et ça a des conséquences. C'est-à-dire, et on a oublié que on est dans une continuité. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, y compris avec ces élections, ce sont des choses qui ont commencé il y a déjà 40 ans, et qu'on commence à percevoir leur dangerosité et à voir les conséquences. Et malheureusement, nous avons une habitude de voir notre propre petite vie et de ne pas voir l'ensemble de l'histoire. Puisque nous sommes dans une sorte de grande transformation qui a commencé il y a 40-50 ans et qui va prendre probablement encore une trentaine d'années. Et ce monde vers lequel on va, on peut déjà voir ces signes. Et on ne sait pas ce qu'il va être, mais une chose... justement, pour revenir à Baldwin, il nous dit que si nous ne le confrontons pas, si nous ne le regardons pas en face, nous ne pourrons pas agir sur ce monde. Et il va se construire sans nous. Parce que le capital, lui, il continue, il ravage. Donc, et ce qu'il dit, c'est commençons par nous regarder, commençons par discuter, commençons par dire que nous avons la même histoire. Il
n'y a pas une histoire noire, il y a une histoire blanche, une histoire... il dit le blanc, c'est une métaphore pour le pouvoir. Donc, il ne s'agit pas de couleur de peau. Il s'agit de où est-on dans cette société, quel maillon on est dans cette société qui produit. Et nous sommes nous-mêmes, au cours, et on le voit même physiquement, nous sommes devenus des marchandises ou des consommateurs. Donc, nous consommons tout, y compris le politique. Les débats qu'on voit, ce sont des débats pour des consommateurs, pas pour des citoyens qui pensent. Pas ce soir. Pardon ? Pas ce soir. Pas ce soir. Non, mais je dis ça parce qu'il y a quand même un truc très frappant. C'est rarissime qu'il y ait personne qui sorte au moment où on enchaîne le film et le débat. Et pour le coup, une des qualités, à mes yeux, du film de Raoul Peck, c'est qu'il est exigeant, vraiment. Enfin, il y a quand même une attention permanente, il y a beaucoup de textes, il y a une espèce de dialectique entre les images et le texte, etc., permanente. Donc on pourrait être dans une espèce de sentiment d'épuisement. Jamais la télé normale ne produirait un film comme ça. On lui dirait immédiatement, mais vous rigolez ou quoi? Enfin, les gens vont tenir 3 minutes, quoi. Et là, vous êtes en train de participer à un débat qui va encore durer une demi-heure. En tout cas, c'est facile à dire, vous bloquez une porte et... C'est vrai. C'est comme ça qu'on les retient. Il y a une petite issue de secours. Mais... Allez, il y a une question au fond de la salle. Et puis ensuite devant, là. Allez-y. Bonsoir, merci pour ce film qui a un tas de brûlante actualité. Oui, je voulais... Obama n'a jamais lu Baldwin. J'ai pas compris. Obama n'a jamais lu Baldwin. Obama, Si, Obama est un grand intellectuel. oui, en tout cas, certainement. je veux dire qu'il n'a jamais interprété dans sa législature. Mais On n'a jamais c'est rien fait. l'erreur peut-être qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, ce film, je l'ai commencé avant Obama, avant même qu'Obama soit candidat. Donc, lorsqu'il a été élu, ça a été bien entendu, comme tout le monde, un grand moment, un grand symbole, un moment exceptionnel. Mais très vite, j'ai dû aussi me questionner par rapport à ce film, et par rapport au mot de Baldwin. Et là, je me suis rappelé justement d'une phrase de Baldwin à un journaliste qui lui demandait justement qu'est-ce que ce sera pour vous lorsque ce pays aura son premier président noir. Et Baldwin de répondre l'important, c'est pas quand nous aurons ce premier président noir, l'important c'est de quel pays sera-t-il le président. Et ça répond à Obama, parce que c'est le même peuple qui vote pour Trump 8 ans après. Donc c'est ça la réalité, c'est nous, les gens du pays, qui faisons, qui construisons notre futur. Et soit nous sommes actifs, soit nous sommes des consommateurs. Et à un moment donné, il faut choisir, parce que la machine, elle fonctionne, elle s'en fout. Elle ne fait pas de distinction. Oui, il y avait très très rapidement 2 points. Est-ce qu'il y a eu des écrits de Baldwin sur sa période française? Est-ce qu'il y a eu des écrits sur sa période française? Est-ce qu'il a écrit sur sa période? Oui, il a en fait, Baldwin a toujours écrit sur lui-même et ses expériences. Et ses échanges avec les autres, les incidents de sa vie, les drames de sa vie. Et il a su toujours en faire quelque chose d'universel qui concerne tout le monde, noir ou blanc d'ailleurs. Et il a parlé aussi de sa période française. Mais pour ce film, n'oubliez pas, j'ai un agenda très précis, puisqu'il s'agit de ce livre que je reconstitue. Donc je le reconstitue dans un temps déterminé, donc dans un moment de sa vie, avec les écrits qui correspondent. Donc, par exemple, je n'ai pas longtemps insisté sur son homosexualité. Il y a 3 moments dans le film où il en parle. Mais ce n'était pas le point central de ce film, puisque l'histoire fondamentale, c'est l'histoire de ces 3 amis et de ceux que assassinés et ce que ces assassinats veulent dire pour cette Amérique. Toute dernière. Juste une toute dernière. Mon ami et moi, ce film a été terminé à quel moment? Je vous pose la question parce que vous êtes un réalisateur dont j'ai vu beaucoup de films. Je me souviens encore de Monarque Tropical et de tous ces films sur Haïti. Pourquoi est-ce que vous passez jamais au FESPACO au Burkina Faso? Bon, je vais encore me faire des amis. Parce que je boycotte le FESPACO.
Parce que j'estime que ce grand festival africain a été totalement dénaturé. Quand j'étais jeune cinéaste, j'y allais parce que c'était l'un des rares lieux où je pouvais rencontrer mes collègues africains, cinéastes, mes collègues de la diaspora antillaise et américaine. Et malheureusement, il ne faut pas oublier que c'est un régime qui a tué Sankara et où la liberté n'était pas totalement acquise. Et donc, j'ai compris, je me rappelle mon film Lumumba sur l'assassinat de Patrice Lumumba, on a eu du mal à le faire accepter. Et lorsqu'il est passé dans une salle annexe. Donc, ce rapport politique, pour moi, je ne voulais pas être complice et continuer, puisque chaque 2 ans, c'était vraiment tout le monde allait, parce que ça faisait de belles vacances en Afrique. Et c'était très folklorique. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que moi, j'arrête, parce que si je continue à y aller, ce serait un manque de respect par rapport à mon propre travail. Oui, je trouve que la force du propos de Baldwin, c'est d'interroger la société américaine, dans ses rapports entre noir et blanc, mais également d'aller au-delà, d'interroger aussi notre société. Je trouve que ça fait vraiment écho à une certaine actualité, notamment par rapport aux violences policières qui ont été traitées sous un chapitre du documentaire ou du film. Je sais pas, parce que moi je perçois ça comme un documentaire avant tout. Enfin, après, j'ai peut-être pas la bonne définition. Mais c'est vrai que c'est d'actualité quand j'ai entendu la dame parler de tous ces problèmes qui nous opposent, des violences policières où les gens, finalement, les individus ne se retrouvent pas. Et quand on parle des violences policières, effectivement, j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui existe depuis très longtemps, dont on ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être plus la possibilité de pointer le doigt sur ces difficultés, sur ce qui arrive dans les commissariats, notamment par certaines réformes, par la possibilité pour les avocats d'avoir pu mettre le pied dans les commissariats en 1994. Dans ce documentaire, il me laisse un peu inquiète et un peu amère par rapport à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a voté très récemment pour un président, mais toutes ces questions n'ont pas été abordées, effectivement. Et c'est ce qui... Je peux vous interrompre? Oui. C'est justement le cas. Moi, je sors de là et dans beaucoup d'interventions avec le public, au contraire. Parce que ce que le film fait, c'est vous mettre devant une réalité. Et qui dit en même temps, comme Baldwin le dit, vous ne pouvez plus occulter la suite. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, aucun, je pense, ne peut aujourd'hui dire qu'il est innocent. C'est-à-dire, la réalité, elle est là. On est en 2017, les choses sont claires. Mais pour on ne peut plus rien cacher sous le tapis. Et puis, comme je vous sens un peu abattu sur le dossier, il faut vous dire que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez soit le choix de vous étendre sur un divan et de ne plus rien faire, ou de vous battre. Et c'est valable pour les Noirs comme pour les Blancs. Parce que ce que Baldwin aussi nous enseigne, c'est que ce n'est pas juste une histoire de Noirs ou d'Asiatiques ou d'Arabes. C'est l'histoire de toute une société. Une société, elle ne peut survivre parce que qu'est-ce qu'on a, on ne va pas utiliser une solution finale ici, c'est trop tard. Ça se verrait. Donc, ça veut dire que c'est une société qui ne peut même plus jouir de ses avantages. C'est ce que Baldwin dit. C'est trop tard. Donc, il va falloir qu'on se parle. Il va falloir qu'on change des choses. Et ce que Baldwin nous incite à faire, c'est déjà de commencer à faire le bon diagnostic, à comprendre que nous sommes tous citoyens, nous sommes tous membres de ce problème, blanc ou noir. Néanmoins. Pardon ? Et donc, de toutes ces discussions, par exemple, sur l'identité ici, sur le voile, c'est une perte d'énergie incroyable, tout ça parce qu'on ne veut pas avoir la vraie discussion. La vraie discussion, c'est dans quel état vivons-nous, comment a-t-il été construit, sur quelle tuerie il a été construit, sur quelle conquête, quelles ont été les conséquences pour ce pays et pour les pays victimes de cette conquête, etc. etc. Il ne s'agit ni d'une discussion sur le pardon ou une discussion sur les réparations, déjà une discussion sur l'histoire.
sur la même histoire. Nous sommes issus de la même histoire. Je viens d'un pays, Haïti, qui a conquis son indépendance en 1804. C'était des esclaves. La majorité des soldats de Toussaint Louverture étaient nés en Afrique. Et Haïti, indépendant en 1804, en battant l'armée de Napoléon, on a mis Haïti sous boycott. Aujourd'hui, Haïti est pauvre, mais Haïti fournissait un tiers des richesses de la France. Un tiers. Donc, on a historiquement passé Haïti par la trappe. Haïti a dû payer une rançon, d'ailleurs, pour être reconnu. La France a mis plus de 35 ans pour reconnaître Haïti. Les États-Unis, le grand pays de la liberté, a pris 65 ans pour reconnaître Haïti. Et ça n'a pas empêché cette conquête après des côtes africaines, soi-disant pour aller découvrir le Chénan Mancon. On a recommencé à mesurer la tête des Africains, alors que ces mêmes Africains avaient battu à plate couture les armées napoléoniennes. Donc, toutes ces histoires enfouies, il faut pouvoir en parler à nouveau et nettoyer un peu toute cette confusion ambiante. Et donc, c'est un film comme celui-là, c'est un début, mais le reste du travail, c'est vous et tous ceux qui le verront, et puis voilà, tout citoyen conscient qui décide justement de réagir par rapport à cette réalité. Et elle ne va pas se faire tout seul. Comment vous faites concrètement pour travailler? C'est-à-dire qu'il y a une telle monstruosité de diversité d'archives. En même temps, vous travaillez sur un autre film qui sort à la rentrée, qui s'appelle Le Jeune Karl Marx, et on espère pouvoir vous recevoir de nouveau pour le montrer en septembre. En même temps, vous êtes président de la FEMIS. Où est-ce que vous trouvez l'énergie, le temps? Est-ce que votre producteur Rémi, qui est présent, a engagé 172 stagiaires pour faire un travail de défrichage dans les archives américaines? Enfin, matériellement, parlez-nous un peu de ce travail de préparation du film. D'abord, j'ai une bonne équipe, voilà, et qui est dévouée, dédiée, et c'est une question d'organisation. C'est pour ça qu'on s'est donné le temps pour faire ce film. Il a pris 10 ans, parce qu'il ne fallait pas qu'on aille plus vite que ce qu'on pouvait gérer, et il fallait que j'aille au bout de l'aventure artistique l'aventure sur le contenu de Baldwin, sur l'œuvre de Baldwin. C'est un film que je ne pouvais pas rater. Donc, il a fallu inventer une manière de travailler. Et donc, les gens qui travaillent avec moi, par exemple la monteuse, elle pouvait travailler pendant 2 mois, 3 mois, et elle pouvait s'arrêter 1 mois ou 2 mois pour travailler sur un autre film. Pendant ce temps, le matériau pouvait continuer à mûrir. L'équipe des archives continuait ses recherches. Et quel que soit l'endroit où j'étais, moi je recevais des heures et des heures d'images. Je sélectionnais. Donc on communiquait par mail parfois. Je renvoyais ma liste, les séquences qu'il fallait sortir, etc. Donc c'est tout un travail d'équipe. On n'est pas seul. Et de gens justement qui sont totalement dévoués, qui ont compris le film qu'on était en train de faire. Donc il nous arrivait le soir à minuit d'envoyer un fax à celui qui s'occupait de tout le graphisme du film, de dire cette séquence-là, est-ce que tu peux nous rajouter 2 secondes d'image? Et le matin à 8h, on l'avait. Donc voilà, c'est beaucoup de dévouement, beaucoup de support et aussi beaucoup de liberté qu'on s'est donné dès le début en produisant le film nous-mêmes et en allant trouver les financiers le plus tard possible à un moment où le film existait et qu'on ne pouvait plus y toucher. Bonsoir, donc pour faire dans l'originalité, merci beaucoup en fait pour ce film. C'est la deuxième fois que je le vois et les images font encore plus mal sur mon écran. Et ma question du coup c'est, est-ce que vous pensez qu'on va devoir attendre 400 ans pour avoir des documentaires ou des films de cette trempe sur les problèmes de racisme en France? Si vous attendez 400 ans, ça prendra 400 ans. Non, je pense que d'abord le monde évolue. Comme je le disais tout à l'heure, il existe des conditions matérielles, des conditions de déséquilibre, d'inégalité dans ce pays en particulier qui font que, à un moment donné, il se passe des choses. Le vote Marine Le Pen est un élément de ça aussi. Il ne vient pas de nulle part. Donc, on est, comment dire, le futur va être ce que nous, tous, réussissons ensemble ou pas. C'est pour ça que quand je parlais de cette espèce de boboisation
du paysage d'un pays ces 30 dernières années, c'est exactement ça. Nous sommes devenus de parfaits consommateurs. Et nos organisations ont été démembrées, ont été affaiblies. Il n'existe presque plus de lieu réel de discussion. Par exemple, pas à la télévision. Ce que Baldwin fait dans ce film, 45 minutes à 1 heure de forte écoute dans l'une des émissions les plus regardées, à une époque où il y a 3 chaînes de télévision aux États-Unis, c'est impossible aujourd'hui. Même à la télévision française. C'est ça la réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue à l'accepter? Et là encore, pour revenir sur ma thèse que les choses ont des conséquences, je me rappelle très bien, j'étais ici quand la gauche est arrivée au pouvoir la première fois avec Mitterrand. Je me rappelle très bien, je me suis dit, ah, la télévision va changer. Et pour moi, l'une des émissions phares qui était à 11h, comment il s'appelle, Michel Gaillard, qui faisait la chronique de la bourse. Et je me rappelle toujours, c'était à... pardon? Ou Jean-Pierre Gaillard, je ne sais pas. Et je me rappelle très bien, quand il y avait une grève quelque part, c'était pas de parler de la grève, mais de parler des incidents sur la bourse. Et il avait totalement bonne conscience, tout le monde acceptait ça. Et je me suis dit, la gauche monte, cette émission, bon, en bon démocrate, je ne dis pas qu'elle doit sauter, mais je dis, on va mettre en face une autre émission avec un discours économique différent et qui analyse ce qui se passe dans cette société de manière différente. Non, il s'est strictement rien passé et personne n'a rien dit. On a pris, je me rappelle, il y avait un journaliste communiste qu'on a paradé partout, celui qui avait les grandes moustaches, et c'était tout. Donc, dès ce moment-là, on avait déjà perdu la guerre médiatique, la guerre rhétorique. On avait perdu ce plateau. Et ça n'a été que, ensuite, la montée de l'audimat, c'était l'audimat qui dictait tout, etc. Dans tous les journaux qui ont changé de patron, la concentration, etc. La fragilisation de la classe moyenne, donc, y compris les intellectuels, donc peur, quand on a un salaire de 6 000 € par mois, on a peur de le perdre. On vit dans un certain confort, donc on ne prend plus de risques. Et ça, c'est sur toute la société. Donc ça a des conséquences. Quand ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, on arrive à un moment où on est tous pratiquement frigorifiés, on a peur de notre ombre, et on fait la révolution par l'intermédiaire de Twitter. Je caricature un peu. Peut-être pour nuancer un peu l'endormissement général, si des espaces de débat ont disparu, peut-être à la télévision, d'autres sont créés, je pense évidemment à Internet, et sur la question plus spécifique des violences policières, je pense que depuis quelques années, il se passe des choses en termes de mobilisation, des mouvements nouveaux émergent, en tout cas sont plus visibles, on récolte les mobilisations des familles, des victimes qui existent déjà depuis assez longtemps, et je pense quand même pas que les choses stagnent complètement. Ça c'est le vrai débat, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une capacité de réponse ou de faire du bruit sur un événement particulier. Ce combat-là, oui, il y a toujours, que ce soit les familles elles-mêmes, que ce soit les quartiers, que ce soit certains intervenants qui se jettent dans la mêlée. Mais moi, je parle de la bataille plus grande, qui doit être une bataille organisée, qui doit avoir ses structures. On nous dit que oui, il y a des initiatives un peu partout, mais on voit que c'est une réalité. S'organiser est compliqué, complexe et difficile. On voit comment de nombreux mouvements, comme Occupy Wall Street par exemple, a échoué parce qu'à un moment donné, la question de l'organisation s'est posée. Et comme on avait mis de côté tout ce qu'il y avait avant, c'est impossible de créer quelque chose qui n'existait pas encore. Donc on a le même problème avec Podemos, qui a trouvé plus ou moins une manière de gérer ça, y compris dans tous ces mouvements, on les observe. Ils sont en train éventuellement de construire quelque chose, mais on n'en est pas là au sud de la France. Donc c'est ça qui manque. Quelle est la force des syndicats aujourd'hui par rapport à celle qu'ils avaient 40 ans, il y a 40 ans, 50 ans? Quelle est la force des partis? Les partis sont en train d'exploser. Moi, je me rappelle, je suis suffisamment vieux
les partis politiques, y compris l'Église, avaient des organisations de jeunesse. Et là, on y allait, on avait un apprentissage, quelle que soit l'idéologie qu'on avait. Il y avait des lieux d'apprentissage. Dans le film, quand Baldwin énumère tout ce qui n'est pas, je ne suis pas membre des Black Panthers, je ne suis pas membre de l'équipe, mais en même temps, il énumère tout ce qu'il faut faire pour s'organiser. Faire la quête, faire s'entraîner, s'organiser, créer des alliances, etc. C'est ce prix-là qu'il faut payer. C'est pas une intervention sur 5 mois, 6 mois, où très souvent, ces familles sont épuisées au bout d'un moment, puisque l'institution de l'État sait aussi comment vous épuiser. Et très souvent aussi, certains partis, ils vous utilisent pendant un moment, ils donnent quelques subventions, et puis c'est une manière de vous enterrer également. Donc, ce que je veux dire, vous avez raison, il y a des initiatives, il y a des résistances, heureusement, mais ce qui va être nécessaire pour faire la différence demande beaucoup plus de travail que ça. C'est ça la réalité. Et nous sommes affaiblis par rapport à ça. Donc voilà, je n'ai pas de solution. La seule chose, c'est que si la réponse à donner, c'est vous. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est chacun de vous. Vous êtes citoyen. Et citoyen, ça veut dire quelque chose. Vous faites partie de la cité et vous devez vous intéresser aux affaires de la cité. Bonsoir, M. Peck. J'ai 2 petites questions. La première, c'est plus d'ordre technique. À certains moments dans votre documentaire, vous passez à l'image en couleur. Donc je m'intéressais, voilà, je voulais savoir pourquoi vous avez cette intention-là. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, ce qui m'a paru très intéressant, c'est la question de la dette. Vous l'introduisez dans votre documentaire. La dette chez Baldwin. Je me demandais, est-ce qu'il a soldé cette dette? Je crois savoir qu'il est revenu en France, hein, si je ne me trompe pas, et qu'il est mort en France. Hein, et il est décédé en France. Alors, une interprétation qui est aussi une interrogation de ma part. Pensez-vous qu'il est revenu en France parce qu'il a soldé sa dette? Voilà. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais d'abord, sur l'utilisation de... Encore une fois, ce film, c'est aussi un film sur l'image, sur les histoires, sur le cinéma. Et il fallait bien sûr que je thématise aussi ce jeu avec les images. Et donc, l'idée d'utiliser tous les matériaux que je pourrais était dès le départ là. Et j'ai eu l'idée de colorer ces images de ces batailles de droits civiques, justement, de ces chiens, de ces policiers qui tapent sur les manifestants, parce qu'on ne voit même plus ces images. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le mois de l'histoire noire aux États-Unis. Donc, on passe dans les écoles toutes ces images de violences policières, d'enfants qui sont conduits dans les écoles par force, etc. Et je suis certain que les jeunes ne regardent plus ça, parce que c'est des histoires en noir et blanc, on a vu ça, on voit ça chaque année. Donc il fallait que je trouve une manière de casser cette espèce de routine, parce que nous sommes un peu dans la routine des images, nous ne regardons plus les images. Donc, et ça participait du jeu aussi avec ces images, de jouer avec. On a coloré donc des images anciennes, et on a passé en noir et blanc des images plus récentes comme Ferguson, par exemple. Donc justement, pour jouer avec ce matériau et rompre cette routine habituelle. Et pour finir, donc la question sur la dette, oui, Baldwin, il était en France, à Paris, il discutait, comme je l'ai dit, du problème algérien, du problème de l'Afrique, des indépendances, etc. Et à un moment donné, quand il sait ce qui se passe chez lui, il se dit, voilà, il faut que je joue mon rôle aussi. Et donc il revient. Mais il va continuer toute sa vie à être partout. Non seulement il a vécu dans d'autres pays, où il a travaillé, comme en Turquie, il avait des amis turcs, il a mis en scène l'une de ses pièces en Turquie, il a été en Suisse, il a terminé un de ses livres en Suisse, il voyageait beaucoup, il était invité partout, et également, c'était un citoyen du monde, et tous les grands magazines américains l'envoyaient faire des reportages un peu partout. Il a été en Suède, il a passé plusieurs jours avec Mark Bergman, le grand réalisateur suédois. Voilà, donc il a été en Israël, il a été en Afrique. Donc c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup et qui, justement, a été un grand humaniste. Oui, merci beaucoup pour votre film. Et merci d'avoir parlé
parlé de l'organisation des mouvements sociaux, vous avez parlé d'une organisation sur du long terme, mais ici on montre bien les leaders de ces mouvements sociaux, de ces luttes. C'est juste une question pour l'espoir. Qui vous voyez en France comme leader pour une lutte qui symboliserait cette lutte qu'on a vue dans le film aux États-Unis dans les années 60-70? Si j'étais opportuniste, je dirais Macron. Non, mais c'est un concept avec lequel j'ai déjà un problème de départ. Un leader ne s'auto-proclame pas leader. Il faut qu'il sorte d'un mouvement qui existe et petit à petit il sort, où il est désigné par ceux qui mènent cette lutte. Donc déjà, j'ai un problème avec ce concept, surtout lorsqu'il est lié avec cette notion d'homme providentiel. Aujourd'hui, nous attendons le sauveur. Et je vais y venir. Ouais, c'est celui qui dirige ou qui est l'élu. Et donc aujourd'hui, il y a ce concept de l'homme ou la femme providentielle qui va tout résoudre, puisqu'on est à la recherche de réponses simplistes. On veut quand même que l'ensemble des problèmes qui existent soient résolus de manière simple et rapide. Or, nous sommes dans un monde extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on parle sans vraiment discuter, puisque à la télévision, à la radio, on vous demande des réponses. Pouvez-vous me dire en 2 mots comment sortir de la France de cette situation? C'est des questions typiques qu'on entend. Je caricature à peine. Mais nous sommes dans un monde qui demande tout le temps des réponses simplistes. C'est pour ça que quand quelqu'un comme Marine Le Pen arrive et dit « Vous savez quoi, il suffit d'abord de mettre les Français d'abord et d'expulser les étrangers. » Ah oui, c'est pas mal ça. Ça fait presque 2 mots. Oui, mais en tout cas, c'est ça la réaction. Trump a fait pareil. On va mettre des murs, on va empêcher d'autres à venir, et ceux qui sont déjà là, qui sont d'ailleurs tous des brigands, des assassins, des dealers de drogue, on va les expulser. Tout le monde, en fait, une partie de la population, malheureusement, accepte ça, parce que quelque part, c'est une solution. Donc, c'est complexe. Malheureusement, il n'y a pas de recette. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous renvoie la balle, parce que la balle est dans votre camp. C'est ce que vous, surtout vous les jeunes, allez décider de faire. Vous engagez ou pas. C'est là la vraie question. La dernière chose que je voulais dire là-dessus, en ce qui concerne le mouvement des droits civiques, n'oubliez pas, on a tué tout le leadership. Malcolm X, Martin Luther King, Medgar Evers, et une bonne partie des Black Panthers, où on les a mis en prison, où ils sont partis en exil, ou même ils ont été achetés, où on leur a fait du chantage, parce qu'on les a espionnés, ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, et on leur a dit, si vous ne restez pas tranquille, on va publier tout ça. Donc il y a eu même Martin Luther King. Il y avait des maîtresses, et le FBI a menacé de publier ses conversations avec ces femmes. Et il a dit, faites-le. Il n'a pas accepté le chantage. Mais voilà, donc quand on tue les leaders qui sont issus du combat, Martin Luther King n'est pas arrivé en leader, il a été issu de ce combat. Pareil, Malcolm X, il s'est imposé petit à petit. Et ça a des conséquences aussi. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, Black Lives Matter, ils sont en recherche d'une forme de combat nouvelle. Et c'est pas simple pour eux. Et là encore, on les regarde de loin, on les laisse faire. Parfois, on se sent comme Baldwin qui voit la photo de cette jeune fille, qui dit « on aurait dû être à la quête ». On est un peu dans cette même situation. Une grosse partie de la population, même celle qui a voté Obama, n'est pas descendue dans la rue les 8 années qui ont eu lieu après. Parce que si on avait réussi à mettre 400, 500 000 personnes chaque semaine dans les rues, Obama aurait pu aller plus loin. C'est ça le pouvoir. Si on accepte la démocratie, ça veut dire qu'on accepte un certain nombre de règles. Et si on ne pousse pas le Congrès à voter certaines lois, il a les mains libres. C'est ça la réalité de la politique. Donc voilà, c'est un long chemin. Le leadership, oui, on en a un mouvement qu'on décapite, il meurt quelque part. Et c'est très difficile de le reconstruire. Ça prend du temps, ça prend des années. Et j'espère qu'aujourd'hui, peut-être que petit à petit, on va comprendre ça, que c'est un travail à long terme.
que c'est pas juste répondre à sa colère, parce qu'une fois qu'on a été en colère, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Merci à Jérémy Gauthier et Raoul Peck.